FESPACO n'attend plus que les festivaliers à Ouagadougou pour sa 23e édition. La délégation générale a bouclé à Tanger, au Maroc, sa tournée de présentation et de mobilisation autour du festival 2013. Les jalons de la RTB2 Nord ont été posés hier à Ouagadougou avec la réception du matériel du centre de production télévisuelle appelé à devenir bientôt une télé de proximité pour la région. Un scandale de match truqué éclabousse le monde du football. Une vaste enquête a permis l'arrestation de plus de 400 personnes par Europol. C'est par Tanger, donc au Maroc, que la délégation générale du FESPACO a achevé sa tournée de présentation de la 23e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision qui aura lieu du 23 février au 2 mars 2013. Dans cette ville marocaine, une conférence de presse a été organisée samedi dernier pour présenter aux journalistes et aux professionnels du 7e art du Maghreb l'ossature de cette édition. Côté film, 101 œuvres de 35 pays ont été sélectionnées pour la compétition officielle. Reportage à Tanger, Kadi Sanogo, Salif Belem Junior. La ville de Tanger au Maroc est un véritable carrefour cinématographique au Maghreb. En témoigne son festival national de films qui se tient chaque année. Ce n'est donc pas le fait du hasard si la campagne médiatique de la 23e édition du FESPACO, initiée par la délégation générale, a coïncidé avec la 14e édition de ce festival de films marocain. L'étape de Tanger, qui est la deuxième du genre, a pour objectif de répondre à la dimension panafricaine du FESPACO. Cette conférence de presse a été une opportunité pour Michel Ouedraogo et sa délégation de présenter aux hommes de médias et aux professionnels du cinéma du Maroc le cru de la 23e édition du FESPACO. Le délégué général, dans son intervention, a relevé que la force d'un festival dépend de la qualité de sa sélection. Cette année, les films sélectionnés sont très excellents. C'est la preuve que le cinéma africain est passé à l'âge de la maturité. Cette campagne est nécessaire parce que le FESPACO est véritablement un événement mondial. Et nous ne pouvons pas organiser un tel événement en restant chez nous à Ouagadougou et en croyant que le monde entier viendra à nous. C'est à nous d'aller vers le monde. Et c'est ce travail que nous sommes en train de faire en sorte que le FESPACO véritablement dépasse le creuset de l'Afrique et soit, comme je le dis, un festival mondial, un festival qui va à l'encontre des autres cinématographies en encourageant des partenariats. Je vous assure que toutes nos missions qui sont organisées sont prises en charge par les pays qui nous accueillent. Et Tanger et le Maroc ont accepté de nous accueillir, de nous recevoir. Ça fait la deuxième édition et si vous entendez ce qu'ils ont dit, ils sont prêts à nous accompagner à chaque édition lorsque nous souhaiterons organiser des conférences au Maroc, à Tanger ou bien dans d'autres parties du Maroc, parce que je sais déjà qu'il y a Kouriba qui souhaite que pour la 24e édition du FESPACO, nous puissions aussi organiser une conférence à Kouriba. Les thèmes traités dans les 101 films sélectionnés sont très variés. Ils font ressortir l'actualité de l'Afrique d'aujourd'hui qui se bat et qui se développe. Le FESPACO entreprend un excellent partenariat avec le Maroc qui abrite plus d'une dizaine de festivals. Un grand festival africain comme le FESPACO, c'est bien qu'il fasse son annonce la plus importante dans un pays africain. Le Maroc étant un pays africain et le revendiquant très fort, je pense que depuis quelques années, nous le faisons à partir de Tanger, on en est très très fiers. Quant au partenariat que nous avons avec le Burkina, à part le fait que nous sommes des personnes que nous aimons beaucoup, nous nous aimons vraiment beaucoup, aussi bien Michel Ouedraogo que l'actuel ministre M. Baba Hama et les autres, Soma, c'est tous des amis. À part cela, parce que là c'est de la conjoncture, il y a des vrais rapports, c'est-à-dire nous coproduisons les films burkinabés. Le dernier film qui va être en compétition d'ailleurs, d'Apolline Traoré, est coproduit par nous et nous le faisons avec beaucoup de plaisir. Nous avons coproduit aussi le film de Pierre Yaméogo et nous sommes très contents de l'avoir fait. Chaque fois qu'un film se présente chez nous, nous estimons de notre devoir de nous sentir aussi burkinabés que les burkinabés. Et à Tanger, que la délégation générale du FESPACO a achevé sa vaste campagne médiatique par une conférence de presse qui a réuni toute la crème du cinéma et de la presse du Maroc. On se souvient que c'est le film Pégase du réalisateur marocain Mohamed Moustaki qui avait été l'étalon d'or du Nyelenga à la dernière biennale du cinéma africain. Pour cette 23e édition, le pays de Mohamed VI sera en compétition avec 3 longs métrages. Au total, 35 pays africains vont compétir avec 101 films. À qui le trophée cette année, on le saura dans 3 semaines.
Les premiers jalons de la RTB2 Nord ont été posés hier. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, a reçu du matériel du conseil régional pour la mise en place du centre de production télévisuelle de Wayugia. Une caméra, une table de montage et bien d'autres équipements complémentaires permettront au centre de production télévisuelle d'être fonctionnel d'ici fin février. Moumouni Soubega. Les images de ces caméramans d'un soir, vous ne les verrez pas. Cette action du ministre de la Communication marque la mise en route du Centre régional de production télévisuelle du Nord. L'accord de partenariat a été signé entre le département de la Communication et le Conseil régional du Nord en 2011, engageant la partie régionale dans l'acquisition du matériel télévisuel. Aujourd'hui, c'est chose faite. Nous avons pu acquérir ce matériel à partir donc du budget du Conseil régional à plus de 20 millions de francs CFA. Et ce matériel d'identification a été fait par les services techniques donc, du ministère de la Communication. Aujourd'hui, c'est une grande joie qui nous anime. Dans le temps, il aurait fallu aller à Ouaga, signer un contrat, s'assurer que la presse va être présente. Mais là, je pense que c'est toujours rapproché la télévision donc, de la population. Pour le ministre Alain-Édouard Traoré, la communication est un levier indispensable de développement et la mise en route du centre de production télévisuelle de Wayugia est un pas de franchi. C'est un tel partenariat que nous souhaitons avec l'ensemble des autorités régionales pour faire en sorte que la communication puisse rayonner sur tout le territoire national. Ils seront outillés pour capter les images, traiter les données et envoyer des reportages et prêts à diffuser au niveau de la chaîne à Ouagadougou. En marge du lancement du centre de production télévisuelle de Wayugia, le Conseil régional du Nord a remis du matériel informatique et médical aux premiers responsables des 4 provinces, au gouvernorat et aux associations, puis a lancé son site web. Après la mise en place du centre de production télévisuelle, la région sera bientôt dotée d'une RTB2 pour accompagner les actions de développement local. Un défi que le ministre de la Communication compte relever avec le concours de toutes les forces vives du Nord. L'Office national d'identification ONI a procédé ce matin au lancement des téléservices mis en ligne sur le site web de l'Office. C'est une innovation qui permettra une vérification beaucoup plus approfondie des données. Ainsi, les demandeurs pourront suivre les différentes étapes de leur demande. Safiatou Tamboula, reportage. La carte nationale d'identité burkinabé est une carte d'identité biométrique hautement sécurisée et difficilement falsifiable. Le système de vérification qui l'accompagne est à ce jour essentiellement basé sur le contrôle visuel qui ne permet d'avoir accès qu'aux seules informations visibles sur la carte. Pour permettre une vérification beaucoup plus approfondie, avec des possibilités de consulter les informations cachées, l'Office national d'identification a développé des téléservices. Ces services sont mis en ligne sur son site web www.oni.bf. C'est une innovation qui va permettre aux populations, à certains services publics, à des entreprises privées, et qui veulent s'assurer de la véracité des informations, de l'authenticité d'une carte nationale d'identité, d'interroger donc la base de données de l'ONI pour avoir confirmation des données, de l'authenticité de la carte. C'est un système hautement sécurisé et nous avons demandé à l'ONI d'aller plus loin. Nous voulons devenir en Afrique de l'Ouest les premiers en matière de sécurisation des données, des documents. Nous voulons même, d'ici 2015, une certification ISO. Ces téléservices visent à mettre à la disposition des services publics et privés, des services de sécurité et tout autre service habilité à recourir à des réquisitions. Nous avons les 2 grands services que nous offrons, c'est effectué à le grand public qui peut d'une part suivre au quotidien sa demande de CNIB parce qu'on s'est rendu compte que souvent les CNIB, les gens font des demandes et malheureusement, ils mettent plus de temps pour recevoir leur CNIB. Nous voulons éviter cela. Nous voulons que les délais soient respectés. Et la seule façon de faire respecter ça, c'est responsabiliser le demandeur lui-même qui peut suivre sa demande. C'est pour ça qu'on a dit qu'il y a d'abord cette plateforme Internet, mais comme la plupart des demandeurs sont généralement des personnes qui n'ont pas accès à Internet, mais le téléphone portable est le plus utilisé dans ce pays. Donc on va utiliser la plateforme SMS. C'est vraiment dans le mois à venir que celle-là aussi va compléter cette plateforme-là qui offre au grand public. Le deuxième grand service, la deuxième grande plateforme que nous offrons,
qui est réservé uniquement à tout détenteur d'un compte ouvert. Notons que l'accès des données les données sont entièrement cryptées. L'Office national d'identification a été créé en 2004. Cette structure a produit à ce jour près de 7 millions de cartes nationales d'identité burkinabé. Les préparatifs du deuxième salon international des énergies renouvelables de Ouagadougou, Siero, s'accélèrent. Ainsi, les organisateurs ont tenu ce matin une conférence de presse pour situer les objectifs de la manifestation et ses grandes articulations. 75 entreprises, organismes et organisations œuvrant dans le domaine de l'environnement et des énergies renouvelables seront présents à Ouagadougou, ainsi que des experts du Canada, du Mali, du Sénégal et du Burkina. Abdoul Rasmane Zongo. Informer, former, sensibiliser et soutenir des actions concrètes dans le domaine de la préservation de l'environnement et de la promotion des énergies renouvelables, voilà globalement l'objectif du Salon international des énergies renouvelables de Ouagadougou, Siero. Un salon qui est à ses préparatifs de la deuxième édition, prévue du 12 au 16 février prochain, d'où ce point de presse. La deuxième édition du Siero est organisée autour du thème central énergie renouvelable et développement durable. Vous savez sans doute, l'humanité entière a aujourd'hui pris conscience de la nécessité de changer de mode de pensée et de consommation. Les adaptations sont alors indispensables et le développement durable est devenu en quelques années une notion clé après avoir été propulsé au sommet de la terre de Rio de Janeiro en 1992. Alors une action rigoureuse et significative est nécessaire pour maintenir un environnement humainement viable. C'est dans cette dynamique qu'il faut situer le thème de la présente édition. L'innovation majeure de cette deuxième édition sera des rencontres B2B. Elles vont consister à une mise en relation d'affaires des entreprises exposantes. Exposition, communication, visite guidée et nuit des énergies renouvelables sont entre autres activités qui vont meubler le Siero 2013 avec la participation du grand public, d'exposants et d'experts venus du Canada, du Sénégal, du Mali et du Burkina Faso. 28 000 chambres à air, estimées à environ 100 millions de francs, ont été détruites ce matin dans les locaux de la Coordination nationale de la lutte contre la fraude. Cette marchandise contrefaite porte préjudice à SAP Olympique, dont le logo et les noms commerciaux ont été imités à la perfection. Reportage Karim Patrick Namwano. Le geste est symbolique, mais il traduit toute la colère qui habite la représentante de l'entreprise SAP Olympique, dont les emballages, les chambres à air, les étuis et les sacs ont été imités jusque dans les moindres détails. Le préjudice moral et financier est grand pour la société. Il n'est pas estimable. C'est pas 100 millions, ça peut être 200 millions, 300 millions. Parce que si quelqu'un prend une chambre à air en se disant, moi je prends une chambre à air SAP parce que je sais que c'est de la qualité, ça fait 20 ans que je la prends, et qu'il se retrouve avec un produit comme ça, il va se dire, ah, la SAP c'est plus bon. Et quand on entre dans l'esprit de quelqu'un que c'est plus bon, c'est fini, vous perdez le client à jamais. Et si vous perdez un client, vous perdez combien d'emplois? Cette chambre à air fait vivre au moins 150 personnes. Les produits contrefaits auraient été importés d'Asie et destinés au marché burkinabé et malien. Les 28 000 chambres à air et les 26 000 étuis et emballages ont été saisis suite à une enquête. L'opération a consisté à importer des chambres à air de l'Inde et à prendre des cachets à opposer sur ces chambres à air-là, aussi bien au niveau des chambres que de leur emballage, pour contrefaire les chambres à air SAP. Voilà, donc la SAP a été informée et elle nous a saisis. Nous avons mis un dispositif en place pour pouvoir saisir les produits contrefaisants et le matériel qui a servi à fabriquer ces produits. Interpellé et appréhendé, le propriétaire de ces produits contrefaits serait détenu à la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou suite à un procès au cours duquel il aurait versé une amende de 2 millions de francs CFA à l'entreprise victime. Mais ils sont pas contents. Les 72 dédiés à la jeunesse burkinabé sont une initiative de l'ONG L'œil du succès, dénommée Burkina Motivé Jeunesse. Cette manifestation a pour but d'inciter davantage les jeunes à aller au bout de leurs entreprises. Ces journées sont placées sous le thème « Réussir au Burkina en partant de rien est possible ». Frédéric Etienne Bassenga. 3 jours pour motiver et dynamiser la jeunesse burkinabé
dans ses ambitions et ses projets. Les 7, 8 et 9 février prochains, l'ONG L'Œil du Succès entend regrouper la jeunesse burkinabé dans l'enceinte du CIAO autour du thème « Réussir au Burkina Faso en partant de rien, est-ce possible ?» Dénommé Burkina Motiva Jeunesse, ces 72 heures vont servir à accompagner chaque jeune burkinabé à persévérer et à aller au bout de ses entreprises. Ce qui, selon L'Œil du Succès, devra contribuer à atteindre l'objectif poursuivi par le Burkina Faso à travers la SCAD, à savoir accroître son économie d'au moins 10% à l'horizon 2015. Cette rencontre de la jeunesse burkinabé sera aussi mise à profit pour apporter des éléments de réponse à certaines questions que se posent régulièrement les jeunes dans le cadre de leur combat pour concrétiser leurs projets et construire leur vie. Il sera également question durant ces 72 heures de remobiliser toutes les personnes découragées afin qu'elles reprennent confiance. À vocation continentale, l'ONG L'Œil du Succès a été créée en 2012 au Burkina Faso par des jeunes et des professionnels convaincus que le développement de l'Afrique est la somme de la réalisation des rêves et des ambitions de tous les Africains. Le groupe Somika participe activement à l'amélioration de l'offre éducative au Burkina. La société minière Adamakindo, qui n'est pas à son premier coup, a procédé dimanche dernier à la pose de la première pierre de l'école franco-arabe de Dablo dans le San-Matenga. Elle permettra de distiller le savoir uniquement à des jeunes filles. Nyarkiteda. Le groupe Somika honore ses engagements dans la commune de Dablo, c'est dans la province du San-Matenga. Cette cérémonie de pose de la première pierre confirme la volonté de la société minière Adamakindo de s'investir dans le domaine de l'éducation. À ces pierres, donc, se succéderont d'autres pierres pour faire sortir de terre un bâtiment qui servira d'une école franco-arabe. Ce sont les populations de Dablo qui ont demandé au président directeur général du groupe Somika de leur construire une école franco-arabe. Et vous savez, le groupe Somika est très sensible aux questions d'éducation, surtout l'éducation des filles. Nous sommes donc là aujourd'hui pour lancer les travaux de construction de cette école au profit des femmes. Composée de 2 classes et d'un magasin, cette école franco-arabe est destinée aux femmes de cette commune rurale qui refusent de sombrer dans l'ignorance et l'analphabétisme. Leur cri de cœur est jugé légitime en ce 21e siècle où l'atteinte de l'objectif de l'éducation pour tous préoccupe aussi bien le gouvernement que toutes les autres couches sociales. C'est une école qui est destinée à l'éducation des filles. Cela nous édifie énormément. Ne dit-on pas qu'éduquer une femme, c'est éduquer une nation? Pour moi, une femme est comme la fondation d'une maison. Si elle est bien éduquée, la famille va mieux se porter. Et je suis convaincu que cette école franco-arabe va permettre aux femmes de Dablo de s'épanouir et de participer activement au développement local. C'est un pas décisif franchi par le groupe Somika. L'infrastructure qui viendra agrandir l'offre éducative au Faso sera opérationnelle d'ici à 3 mois. Elle offrira un cadre adéquat d'apprentissage à l'autre moitié du ciel qui compte s'affirmer dans des prises de décision pour le développement de cette commune rurale de Dablo. Actualité internationale de cette édition, le nouveau secrétaire d'État américain John Kerry a pris fonction. Il remplace Hillary Clinton comme nouveau patron de la diplomatie des États-Unis. John Kerry a rencontré ses collaborateurs pour évoquer ses priorités qui sont la sécurité et la sûreté des représentations diplomatiques américaines à travers le monde. Accueil chaleureux de John Kerry au département d'État à Washington ce lundi. Le nouveau secrétaire d'État américain s'est adressé à des centaines de fonctionnaires réunis dans le grand hall de cet immense ministère de 70 000 personnes. Pas de discours politique, mais des anecdotes et de l'humour. Can a man actually run the State Department? Un homme peut-il diriger le département d'État, a demandé John Kerry, qui succède à 2 femmes, Hillary Clinton et Condoleezza Rice. Je ne sais pas, a ajouté JFK, John Forbes Kerry. Tout ce que je vais faire sera centré sur la sécurité et la sûreté, a assuré Kerry au sujet des postes de son ministère répartis dans le monde. Le département d'État est marqué par l'attaque contre son consulat à Benghazi qui a coûté la vie à son ambassadeur et à 3 agents américains le 11 septembre.
John Kerry a maintenant du pain sur la planche, souligne notre correspondant. La situation en Iran, en Afrique et au Proche-Orient exige toute son attention. Et comme l'attentat suicide devant l'ambassade américaine à Ankara l'a montré, l'Amérique reste vulnérable à l'étranger. Un scandale de paris truqués secoue le monde du football. Suite à des enquêtes, plus de 400 personnes, arbitres, joueurs et dirigeants impliqués dans ce scandale à travers plusieurs continents ont été arrêtés. Une affaire qui éclabousse le football. Le scandale des matchs truqués ébranle la planète football. 425 personnes, arbitres, dirigeants de clubs, joueurs, sont soupçonnés d'être impliqués dans la manipulation de pas moins de 680 matchs à travers le monde depuis 2008. Tous faisaient l'objet de paris sportifs. Le démantèlement de ce réseau criminel a été annoncé hier par Europol, l'aboutissement d'un an d'enquête. Nous avons toujours soupçonné le crime organisé de vouloir manipuler le football, a expliqué le directeur d'Europol. C'est la première fois que nous en avons la preuve tangible à grande échelle et je crains que cela fasse peser une menace sur le football en Europe. La tête du réseau se trouvait à Singapour. Tous les continents sont concernés. En Europe, l'Allemagne, la Suisse et la Turquie sont les plus touchés. Au total, 380 rencontres ont été truquées sur le vieux continent. Les personnes corrompues ont touché 2 millions d'euros de pots de vin. Les enveloppes étaient distribuées par des coursiers partis d'Asie. La plus grosse reçue à titre individuel aurait atteint 140 000 euros.